Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 84 avec Jean de la Roche-Brochard. À seulement 36 ans, il joue dans la cour des grands en dirigeant le fonds d'investissement le plus actif au monde, Kima Ventures, fondé par Xavier Niel, où il se donne pour mission principale de financer le progrès. Le progrès, car la réussite est progressive, à l'image de son parcours qu'il a amené, comme il le dit si bien, vers le job de ses rêves, un rôle taillé sur mesure pour un homme qui aime relever de nouveaux défis et prendre des risques. Motivé par la volonté de créer des relations humaines avec des entrepreneurs remarquables, il incarne une image définitivement moderne du VC, accessible, pédagogue et inspirant à la fois, en donnant accès aux coulisses d'un monde fermé qui paraît insaisissable et qui suscite beaucoup de fascination. Leader reconnu et respecté dans son domaine, il est régulièrement sollicité pour animer des conférences sur des sujets différents, passant de l'entrepreneuriat à la productivité, et nous dévoile ainsi l'un de ses secrets de réussite les plus puissants, une autodiscipline impressionnante dont nous pouvons tous nous inspirer pour prendre de meilleures décisions. Nous allons plonger en immersion totale dans l'univers de l'un des investisseurs français les plus influents, Jean de la Roche-Brochard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Mais là, vous venez de me mettre une pression. Une pression pas possible. Ben écoutez, on va changer un peu les rôles. C'est vous d'habitude qui mettez un peu la pression aux gens, n'est-ce pas? Ça marche. Ok, je trouve ça assez fair. C'est bien. Alors Jean, je commence toutes mes interviews de la même façon, avec la même question, une question très importante pour moi, peut-être même la plus importante. Pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Je me demande si c'est pas une question qu'on devrait se poser plus tôt quand on est jeune et qu'on se pose finalement un peu plus tard quand on arrive à toutes les crises existentielles qui arrivent pour chacun. Et à mesure qu'on découvre ce qu'on aime faire et ce dans quoi on est bon, finalement, on arrive à dessiner le chemin. Donc moi, il y a deux choses que j'adore, c'est la vente, la compétition, gagner. C'est un moteur et je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est assez naturel. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est assez paradoxal, mais je suis plutôt introverti de nature. Et donc, je cherche à plutôt nouer des relations durables, authentiques, vraies avec les gens avec lesquels j'interagis. Moi, j'ai beaucoup renouvelé mes cercles d'amis avec les années qui ont passé. Et en fait, l'entrepreneuriat et le venture, qui consiste à financer des entrepreneurs, c'est continuer de créer ces relations sans cesse avec des gens qu'on admire et avec qui on est heureux de passer du temps. Donc, moi, je dis souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un d'ambitieux et d'obsédé. L'ambition, c'est la gagne. Et moi, mon obsession, c'est les gens. C'est pour ça que je fais du venture. Oui, en fait, c'est vrai que ça revient très souvent. Votre why, j'ai l'impression que c'est vraiment passer du temps avec des gens, avec des personnes. Vous dites que vous voulez vous connecter vraiment avec des entrepreneurs remarquables. Le côté humain, en fait, est très important dans ce que vous faites. Bah, c'est le sens de la vie, hein. C'est ce qu'on crée avec ses proches, avec ses conjoints, avec ses enfants, avec sa famille. Et on est des animaux sociaux, hein. La richesse n'a jamais rendu heureux. Des relations sociales saines ont toujours rendu heureux, même dans les conditions les plus simples. Oui, c'est clair. Mais c'est impressionnant, c'est intéressant aussi parce que c'est pas forcément l'image qu'on a du VC en fait. Vous savez, on a plutôt l'impression, l'image voilà, du VC qui est là pour peut-être challenger les entrepreneurs qu'il a en face de lui. Il a peut-être un peu moins le côté émotionnel, vous voyez, qui prend le dessus. Alors que chez vous, c'est totalement l'inverse. On a l'impression justement que vous essayez de vous connecter émotionnellement avec les entrepreneurs que vous recevez, que vous rencontrez, pour vraiment réellement comprendre leurs projets et leur why d'une certaine manière. Bah, c'est exactement ça, hein. Mais c'est la volonté de créer des relations authentiques avec les gens. Moi, je ne fais pas le métier du venture pour l'argent et pour la relation transactionnelle que certains essayent de créer. Moi, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attaché aux entrepreneurs. Et le meilleur, c'est pas le meilleur moyen, mais un des moyens solides de créer cette relation, c'est de s'associer. Et quand on est investisseur, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe avec un entrepreneur.
Alors, quand je rencontre une nouvelle personne, ce que j'aime beaucoup, surtout une personne qui a un parcours aussi remarquable que le vôtre, c'est que j'aime comprendre le cheminement. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant de faire un petit flashback, de revenir un petit peu dans l'enfance pour comprendre un peu comment vous vous êtes forgé. Et je sais que votre Mhm. parcours scolaire a été parsemé d'embûches. Ça n'a pas forcément été facile pour vous. Vous étiez quel genre d'élève à l'école? Bah, fainéant, ça c'est sûr. J'étais un cancre dans le sens le plus strict du terme. Je m'embêtais énormément. Je pense que je faisais pas beaucoup d'efforts. Mes parents travaillaient beaucoup et puis séparés. Donc ils n'avaient pas beaucoup le temps de s'occuper de nous et donc de nous apprendre certains principes de discipline, de rigueur, de consistance que nous on essaye de d'inculquer à nos enfants aujourd'hui. Et donc quand ta nature fait que t'es pas prône à l'école, quoi, que ça te gonfle et que t'es pas poussé derrière, bah ça fait que tu t'accroches pour essayer de passer les classes les unes après les autres avec tout juste la moyenne. Et c'est un calvaire, c'est une espèce de traîner, on a l'impression de traîner le boulet comme ça pendant des années et des années, en espérant qu'un jour ça s'arrête. C'était assez marquant. Moi, j'ai peu de souvenirs ou pas de souvenirs de mon époque d'étudiant, d'élève. J'ai détesté ça. Mais bon, malgré le manque d'intérêt que vous aviez pour l'école, vous avez tout de même réussi à décrocher un master en management. Alors, est-ce que c'était un choix réfléchi de votre part ou est-ce que c'était simplement pour faire plaisir aux parents? C'était un accident. Moi, je me suis retrouvé à la fin du. J'ai passé le bac après avoir redoublé la seconde. Je l'ai eu à l'oral avec 26 points de retard. Je me suis terriblement ennuyé. Et mon beau-père, qui dirigeait l'UFR de gestion à la Sorbonne, m'a dit un jour si tu veux, t'as qu'à venir faire l'université. Je suis venu faire l'université un peu par accident. J'ai redoublé la troisième année de fac. Et après, euh, et après, euh, et après, j'ai fait ce master de management stratégique international qui était son master à lui, juste pour faire des études, pour arriver au bout. D'accord, Je je savais pas ce comprends que je mieux. voulais faire. Moi, je me suis pas posé la question, quoi. J'ai fait vraiment le truc en mode automatique, un peu bête, hein. Je me suis pas beaucoup posé de questions sur la vie avant longtemps. D'accord, ouais, ouais. Ok, je comprends mieux un petit peu donc le choix qui a été fait. Avec le recul, si c'était à refaire, vous choisiriez quel genre d'études? Oh, si c'était à refaire, déjà, si c'était à refaire, je pense que j'apprendrais la discipline et la consistance un peu plus tôt à l'école Mais de quelle et manière? que ça Comment on m'emmènerait apprend la discipline et la consistance? bah, il faut des parents derrière toi. Hmm. Souvent, on ne se rend compte des conséquences positives d'un effort qu'à posteriori, après l'effort. Donc, il faut quelqu'un pour vous pousser dans cet effort. Et ça, on en a tous besoin. Et donc, nous, parents, quand on travaille, bah, on demande aux enfants s'ils ont bien fait leur devoir. Celui qui te répond oui, tu as juste à l'écouter, t'as pas vérifié s'il l'a bien fait. Tu sais pas s'il a fait des efforts, tu sais pas s'il a été accompagné en classe, si le prof lui apprend la notion de l'effort, etc. Donc, je pense que moi, j'aurais, j'aurais changé certaines choses pour gagner en discipline et en consistance. Et puis ensuite, j'aurais probablement fait une école de commerce parce que si j'avais pas été investisseur, je pense que j'aurais été CEO. La fameuse école de commerce. Alors, laissez-moi vous dire une chose, Jean, c'est que j'ai reçu énormément Ouais, d'entrepreneurs qui viennent d'écoles de commerce hein, et qui m'ont clairement dit que ouais, ça ne servait strictement à rien. C'est leur propos, hein, mis ouais. à part peut-être le Mais c'est fait pour de le se réseau. constituer un réseau. Ouais, Exactement, exactement. On est exactement. d'accord. Alors, vous-même, vous êtes parent aujourd'hui, vous êtes papa de 3 enfants, hein, c'est bien ça? Ouais. Et j'aimerais beaucoup savoir justement quels conseils vous leur donnez par rapport à leurs études. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de nourrir leur curiosité, parce que c'est important la curiosité, de les nourrir de discipline et de consistance pour qu'ils apprennent la valeur de l'effort et du travail, et puis ensuite de nourrir leur singularité. Donc par exemple, mon aîné a plutôt une fibre artistique, le deuxième a plutôt une fibre technique, ingénieur, et notre fille, elle a plutôt elle a une fibre artistique aussi. Elle est un peu plus multidisciplinaire. Je pense qu'elle a, s'il devait y avoir un CEO parmi les Ce trois, serait ce elle. serait elle. C'est marrant de Ouais. réfléchir comme ça en tout cas, c'est assez drôle de gérer sa petite famille comme on gère une petite start-up en fait, hein. Est-ce que vous êtes plutôt sur le modèle Exactement. Montessori? Euh,
Oui, alors même si on n'est pas sur le modèle strict Montessori, on est clairement sur un modèle qui s'y approche. Il faut pas mettre les enfants dans les cases. Il faut les aider à trouver leur case. Oui, c'est ça, il faut les aider à trouver leur case. Alors tout ce que vous avez appris à l'école, à l'université, est-ce que ce sont des choses qui vous servent aujourd'hui dans ce que vous faites? Je réfléchis. Non, non, mais j'ai rien appris moi à l'école. Je me souviens pas de l'école, hein. Je sais même pas comment j'ai appris à lire. C'est un truc, c'est venu par accident, comme les maths, ou comme le reste. Je sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir. J'ai rien appris à l'école. C'était, c'était affreux. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être honnête. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, vous vous êtes ennuyé à l'école, vous n'avez pas forcément appris grand-chose. Le fait est que vous avez réussi à décrocher le job de vos rêves. C'est ce que vous dites en tout cas. Vous dites souvent que vous avez réussi à décrocher le job de vos rêves en intégrant Kima Ventures, qui est la société d'investissement de C'est vrai. Xavier Niel. Et moi, quand je vous entends dire ça, je me demande ce qui vous faisait tant rêver en fait. Parce que honnêtement, écouter des gens vous réclamer de l'argent à longueur de temps, je vois pas ce qu'il y a vraiment de passionnant et d'exceptionnel là-dedans. Mais vous pouvez peut-être m'expliquer. D'abord, il y a l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, hein. Donc, c'est facile je pense, à un moment donné, de regarder ailleurs et de se dire, ah, vraiment, ça c'est probablement le job de mes rêves. Mais en réalité, je pense que ce qui m'a attiré à l'origine, en 2000, moi j'ai eu le job en 2015 et en 2013, 2 ans et demi avant, la personne qui était en charge de Kima Ventures était en train de recruter 2 analystes et je m'étais dit, lui, il a vraiment le job de rêve. Et le job de rêve, c'était parce que il finançait 2 entrepreneurs par semaine et il était acheteur. Moi, j'étais leveur de fonds à l'époque, j'étais vendeur. Mon job, c'était d'aider des boîtes à lever de l'argent. Et donc, j'avais ce rôle de vendeur. Et vendre, c'est difficile, c'est un effort permanent, perpétuel, C'est clair. quotidien. J'aime bien gagner, mais c'était Et je me disais, putain, lui, en fait, son job, c'est de choisir chez qui il met des chèques. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, il n'a pas à répondre à des gens qui comprennent rien à ce qu'il fait. Il répond à un mec, c'est l'entrepreneur tech le plus respecté de France. C'est quand même génial. Donc c'est le côté pouvoir C'est justement comme ça. de pouvoir, influence, argent, c'est ça en fait qui vous attirait, que vous trouviez vraiment génial dans ce job? Moi, à l'origine, quand j'étais leveur de fonds, ce qui me dégoûtait, c'était que j'avais l'impression de découvrir des pépites, parfois, et je trouvais que les investisseurs ne comprenaient rien. Et ça m'énervait à un point, mais pas possible. Et donc, j'ai eu cette frustration qui a grandi à un point où je me suis dit, je rêve de faire leur job pour leur montrer de quoi je suis capable. Et donc, c'est pas le pouvoir ou l'argent, hein, c'est la gagne. Moi, ce que j'aime, c'est gagner. D'accord, ce que vous aimez c'est gagner. Et aujourd'hui, est-ce que vous Ouais. considérez toujours que c'est le job de vos rêves? Ah, le job de mes rêves, il s'est un peu transformé parce que le job de, c'est le job de mes rêves, c'est pas Kima Ventures, c'est pas le venture, etc. C'est l'entrepreneuriat, c'est les entrepreneurs, c'est cette aventure où on commence de zéro et tout semble impossible et finalement on réalise l'impossible. Et je trouve ça génial. Et donc, je pense que aujourd'hui, ça s'inscrit plutôt dans le giron de Xavier. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble et moi, je vois pas ma relation avec Xavier comme Kima. Je vois plutôt qu'est-ce qu'on fait ensemble qui a du sens, qui lui le passionne et qui moi me passionne aussi et qu'on peut faire ensemble. Si demain il me dit, Jean, Kima, on arrête tout, je veux plus faire ça, je veux faire autre chose, bah, il n'y a pas de problème, on fera autre chose. Finalement, quand vous arrivez chez Oui. Kima Ventures, le job de vos rêves, c'est quoi la réalité du quotidien? Quelle est la part en fait que vous kiffez réellement et vraiment et la part que vous aimez moins? La part extraordinaire, c'est la liberté, le rythme, la qualité des entrepreneurs qu'on peut financer. Et, euh, et, et voilà, et en fait, très vite, on s'inscrit là-dedans. La partie la moins cool, mais en fait, qui s'évapore assez vite, c'est que il y a un peu de paperasse, hein, comme dans tous les boulots. Hein, Les deals, c'est pas juste dire je vais mettre de l'argent chez vous. Après, il faut un petit peu négocier, il faut mettre l'argent en banque, il faut signer la doc, il faut la classer, etc. Hein, je suis heureux, hein, je suis heureux avec ce que j'ai, avec les bons moments, avec les mauvais. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on a des gens autour de soi qu'on aime et qui vous aiment,
Je dis pas que les emmerdes sont anecdotiques, mais elles font partie du quotidien. C'est pas... Ça, c'est sûr. Et les emmerdes ou les ennuis, en fait, ou les trucs qui vous embêtent. Il y a tout le temps des trucs qui nous embêtent. Moi, il y a plein de trucs qui m'embêtent tout le temps. Mais bon, quand on vous voit comme ça parler, vous êtes de nature plutôt cool. Vous n'avez pas l'air d'être vraiment stressé en fait par les choses qui pourraient arriver. Et voilà, peut-être les obstacles aussi qui pourraient arriver sur le chemin. Il y a plein de manières de mourir jeune, hein. Fumer, boire et se stresser aussi. Moi, je bois pas beaucoup, je fume pas et je me stresse Vous avez pas. bien raison, c'est Voilà. vrai. Il faut un peu ramener les choses à leur caractère le plus simple. Et le caractère le plus simple des choses, c'est que les ennuis, on en a tout le temps, des gens qui nous gonflent, il y en a tout le temps, des choses qu'on n'a pas envie de dire. Moi, de temps en temps, j'ai des nouvelles à annoncer à Xavier qui me font pas marrer. Ça me fait chier. J'ai pas envie de l'appeler en lui disant Ah, on a cette boîte, elle est en train de planter. Mais c'est assez agréable parce que Xavier, c'est quelqu'un qui aime le risque, qui le prend et qui aussi en a pris la mesure et ça le rend tolérant face aux difficultés qu'on vit. Moi, demain, j'appelle Xavier, j'ai un problème. Il va pas me mettre la tête sous l'eau. Il va plutôt chercher à me poser des questions pour détendre un peu l'atmosphère et essayer de trouver une solution. Et ça, c'est hyper agréable de savoir qu'on est associé à quelqu'un qui ne prend aucun plaisir à rendre la vie compliquée aux gens. Au contraire. C'est hyper important, même j'ai envie de dire, de travailler avec des personnes qui ont ce profil-là. Et c'est vrai que quand on le voit parler, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de sympa, en tout cas, quand on le voit parler en interview, hein, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'assez cool, de compréhensif. Est-ce que vous confirmez justement ce côté-là? Bon, en même temps, je sais que vous n'allez pas le dire le contraire, vous n'allez pas casser du sucre sur Xavier Niel en plein podcast. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Et donc, j'imagine que c'est ce qui vous fait aussi apprécier votre travail au quotidien avec lui. Bah, moi, mon job de rêve, c'est de bosser avec Xavier. Xavier, il a plein d'autres défauts, hein. Il est bourré de paradoxes qui sont parfois pas faciles à Lesquels, par gérer. exemple? Bah, je sais pas, mais enfin, je sais pas si je sais, mais c'est simple, hein. Par exemple, c'est un paradoxe qui me vient en tête qui est naturel. C'est un entrepreneur qui n'a jamais fait de boîte qui perde de l'argent. Ça n'existe pas dans son modèle. Il a fait du Minitel, ça a gagné du pognon. Il a fait de l'Internet, du téléphone, de ma vie, ça gagne du pognon. Sa boîte, elle fait 2 milliards d'EBITDA par an. C'est pas son modèle. Et pourtant, il va financer des entrepreneurs, des startups qui vont brûler une thune, mais pas possible, avant de devenir rentable, de se vendre, sachant que la moitié d'entre elles vont mourir. Et il fait ça, il adore investir, et en même temps, il va dire aux entrepreneurs, non, mais si tu veux devenir riche, il ne faut pas te diluer. Et donc, tous ces paradoxes se mêlent les uns aux autres, quoi. Et donc là, je prends un paradoxe simple, qui est celui qui est lié à mon métier, que je vois tous les jours. Mais ces paradoxes, ils sont vrais dans le management, ils sont vrais dans son leadership, ils sont vrais dans le côté que c'est un garçon hyper abordable et en même temps qui va pas mêler le travail à l'intimité, qui fait très attention aux barrières qu'il met. Et en fait, je pense que c'est aussi probablement les qualités de certains leaders, c'est ce magnétisme de proximité et de détachement à la fois. C'est vrai. Et donc ça fait partie On a tous des paradoxes, hein, mais je pense que les grands leaders ont des paradoxes assez marqués, assez forts. Et voilà, donc il est hyper abordable, hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup échanger avec lui. Mais évidemment, enfin, on a tous des défauts. En tout cas, moi, j'adore les paradoxes. Je trouve que c'est ce qui rend justement quelqu'un d'intéressant et la vie intéressante aussi. Et d'ailleurs, vous parliez d'argent, mais Xavier Niel revendique vraiment le fait de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. C'est quelque chose voilà, qu'il dit haut et fort, il ne s'en cache pas. Et ça n'empêche pas pour autant d'être quelqu'un de très humain, visiblement, et de vouloir aider les entrepreneurs qui peut-être n'ont pas ce genre d'ambition. C'est vrai. Et puis l'argent, comme il le dit, une fois qu'il a payé une grosse note de resto, qu'il a une maison et qu'il voyage en avion privé, vu qu'il aime pas les yachts et que c'est ce qui coûte cher quand t'es milliardaire, t'en fous, hein. Alors, donc le reste, il l'investit. Le reste, il investit, exactement. Alors, moi, Jean, ça fait 3 ans que je fais ce podcast. J'ai rencontré plus de 90 personnes aujourd'hui qui habitent aux 4 coins du monde, des experts dans leur domaine. Et honnêtement, c'est vraiment l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Vous rencontrez des gens tous les jours aussi, des entrepreneurs qui viennent vous voir pour pitcher leurs projets. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez appris en 5 ans.
Waouh, ce que j'ai appris en 5 ans, je l'ai pas documenté, donc, mais j'ai appris tellement de choses, tellement. J'apprends tous les jours. Et d'ailleurs, je pense que c'est notre, c'est ce qui fait qu'on est heureux, hein. C'est ce sentiment de progression. Et Exactement. la progression, c'est un peu comme le temps. C'est quelque chose de très relatif. Et donc, il faut pas chercher des mesures de valeur absolue. Il faut juste que, de manière relative, on ait l'impression de progresser. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais vous savez, je peux vous confirmer qu'on finit par devenir expert en fait lorsqu'on fait quelque chose de manière répétée. Vous, vous avez rencontré combien d'entrepreneurs depuis 5 ans par exemple? Est-ce que vous êtes capable de me donner un chiffre comme ça? Alors, quoi qu'il arrive, 10 par semaine pendant 50 semaines. C'est sûr, c'est 500, 2500, 5000. Je sais pas, entre 3, 5000. 5000 entrepreneurs. C'est Ouais, je sais énorme. pas, énorme. C'est Énorme. On doit énorme. faire au moins 10, au moins 10 nouveaux entrepreneurs par semaine. Vous vous rendez compte quand même que c'est quand même beaucoup, c'est énormment de Ouais, c'est rencontres. énorme. Donc quelle expertise vous Oui. avez développée en faisant ce que vous faites depuis 5 ans et en rencontrant ces 5000 entrepreneurs? Je pense que c'est pas une expertise qui s'est développée, mais qui s'est renforcée. C'est la capacité à sentir les gens et les signaux faibles. Donc sentir les gens, c'est savoir si en face de soi on a quelqu'un de sympa ou de pas sympa, de maîtrisé ou en perte de contrôle, de clairvoyant ou de perdu, enfin toutes ces choses-là. Et puis les dynamiques entre fondateurs aussi. Et puis après, les signaux faibles, c'est qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'entrepreneur, dans ce qu'il est en train de nous dire, qu'on est capable d'extrapoler très loin comme un vecteur de succès ou d'échec. Et ça, Ouais. je pense que c'est une des qualités principales qu'il faut avoir en tant qu'investisseur. Le côté psychologique, moi je trouve ça absolument passionnant. Et en fait, on peut dire que vous êtes devenu d'une certaine manière un excellent psychologue. En tout cas, si je peux me permettre, vous devriez vraiment écrire un livre là-dessus, hein. 5000 entrepreneurs, moi j'ai envie de lire ce livre, je pense que c'est une étude très développée, une étude sociologique qui mérite en tout cas d'être partagée avec le plus grand nombre. Oui, mais il y a ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que personne ne dit jamais. Ce qu'on vous dit jamais, c'est que ce qui est au bout du chemin pour la majorité de ces entrepreneurs, c'est un premier échec. Euh, que le choix d'être entrepreneur est un choix complètement démesuré, et donc qu'il faut être psychologiquement fort, que ça peut casser des choses dans l'entourage, et donc que c'est un choix qui doit être pris avec beaucoup de, beaucoup de conscience, quoi. Et des entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont réussi dans votre portefeuille, j'en connais plein, qui soit se sont séparés, soit ont été à deux doigts, mais plein de fois, de se séparer, et ça se joue à rien, quoi. Et c'est dingue de se dire que on met autant de choses dans la balance face à une probabilité de succès qui est extrêmement faible. Et nous, en fait, moi, je peux pas me permettre, quand je vois un entrepreneur dont je pense qu'il va pas réussir et dont je pense qu'il est pas bon, quoi, dans son job, je dire, écoute, le rendez-vous était sympa, t'as un mec sympa ou t'es un sympa, mais je pense que t'es pas bon. Ça se fait pas. Parce que d'abord, ça se trouve, j'ai tort aussi. Et là, et pour les une fois sur 100 où je vais avoir tort, j'ai pas le droit de dire ça. C'est dégueulasse. Et deux, tu peux pas dire ça à quelqu'un que tu as vu 30 minutes. Ouais. C'est un jugement de valeur, mais c'est d'une prétention énorme. Et même si j'ai vu ma 5000 entrepreneurs et que je sais que j'ai raison, même des gens, t'entends, ils débarquent, ils sont assis sur le canapé, j'ai deux cofondateurs, je sors du rendez-vous, j'appelle un des fondateurs, je dis, c'est sûr avec ton cofondateur, ça va péter. Il me dit, mais non, 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 non. Et 18 mois après, il m'appelle et ça a pété. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et ça, c'est la partie frustrante du job. Ouais, C'est de mais tout voir à plein de l'heure, vous disiez choses. justement que vous Ouais. avez un job avec plutôt confortable, avec une place plutôt confortable par rapport aux entrepreneurs hein, qui font tout Oui. le job. Bah, moi, je pense au contraire justement que la place de VC, elle n'est pas si confortable que ça, puisqu'il y a beaucoup d'émotions, de psychologie, il y a des décisions à prendre. Enfin, quand même, vous avez une sorte de petite... comment on dit ça, une petite cloche en fait magique que vous pouvez mettre au-dessus de la tête des entrepreneurs et décider de leur sort, de leur avenir. Et finalement, ça vous a peut-être aussi appris à développer une forme d'empathie pour mieux comprendre les autres et se mettre à la place des autres. Oui, mais moi, je ne crois pas à l'empathie.
C'est intéressant, pourquoi? Je pense que l'empathie, c'est la définition d'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres, c'est aussi développer tout un tas de biais sur la manière dont on serait en mesure d'interagir avec eux. On prend un entrepreneur pour qui la vie est difficile. Le job de ses proches, c'est pas de faire preuve d'empathie, c'est de lui changer les idées. C'est pas de se mettre à sa place et de dire oh, ça doit vraiment être dur pour toi, oh là là, mais faire tous ces sacrifices. Et non, c'est pas ça. C'est de dire bon, t'en chies, viens, on va changer d'idée, on va dîner, on va sortir, prends un peu l'air, laisse-moi m'occuper de toi, t'aider, etc. Et ça, ce n'est possible que si on fait preuve de compassion rationnelle. Et la compassion par rapport à l'empathie, c'est pas juste se mettre à la place des autres et donc essayer de ressentir ce que les autres ressentent, puisque c'est hyper dur. Et je pense qu'aucun psychologue ne peut faire son job correctement avec de l'empathie. Par rapport à de la compassion. Mais la compassion, c'est comprendre l'autre. Et une fois qu'on a compris l'autre, c'est agir de la meilleure manière qui soit. Et de temps en temps, on dit des choses difficiles à des entrepreneurs et on ne fait pas preuve d'empathie. Si je faisais preuve d'empathie, je ne leur dirais pas que ça, je pense que c'est pas bien, ou là, je pense qu'ils font une connerie, ou la manière dont ils ont fait ça, c'est pas bien. Et en fait... la compassion rationnelle, ça vise à un moment donné faire preuve d'honnêteté, de franchise vis-à-vis des gens, mais de manière structurée, positive, en essayant de faire des dégâts psychologiques les moins forts possibles, tout en ayant de l'impact sur la transformation des gens. C'est hyper intéressant, vraiment. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, en fait. Donc là, vous, au lieu de parler d'empathie, vous parlez plutôt de compassion rationnelle, c'est bien ça, hein? Ouais. Donc finalement, vous venez de définir votre expertise, genre, la compassion rationnelle. Oui, mais c'est marrant parce que j'étais avec donc là, j'ai suivi une formation de coaching à l'INSEAD, et j'étais avec un de mes coachés, donc une personne que je coach, au téléphone il y a quelques jours, et qui me disait, j'ai cette personne dans la boîte, elle y est depuis 20 ans, je vais devoir m'en séparer, et c'est affreux parce que je sais qu'une fois que je l'aurai fait, quelques heures ou quelques jours après, j'aurai complètement oublié, quoi. Est-ce que c'est grave, docteur, de pas me sentir hyper mal, etc. Que les gens culpabilisent de ne pas culpabiliser. C'est génial. Ouais. Surtout que c'est une personne qu'elle n'avait pas recrutée. La personne est arrivée là il y a 1 an. Et là, elle se sépare de quelqu'un qu'on aurait dû peut-être virer il y a 10 ans, qu'on n'a pas viré il y a 10 ans et qui, résultat, est devenu obsolète avec le temps. Il va falloir qu'elle s'en sépare et elle culpabilise de ne pas culpabiliser. Je trouve ça dingue, quoi. Je comprends, hein. Mais donc c'est ça la difficulté de la compassion relationnelle, c'est qu'on se demande si on fait pas, si on fait pas preuve d'un manque d'humanité ou d'empathie, justement. En tout cas, on doit développer une certaine capacité à faire face à la souffrance d'une façon qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, vous voyez. Et moi, je pense que c'est un des super pouvoirs des grands entrepreneurs, justement, des grands leaders qui arrivent à faire de grandes choses, parce que le côté humain, c'est quand même le côté le plus difficile à gérer. Et je sais qu'on a reçu par exemple dans ce podcast Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri, et qui nous a parfaitement démontré sa manière de manager, qui peut être prise un petit peu d'une manière un peu dure, un peu stricte, mais en même temps, il a aussi cette grande humilité. Il est très modeste, il est très accessible aussi. Et finalement, quand on prend des décisions qui sont difficiles, forcément ça va nous faire souffrir, ça va aussi faire souffrir notre entourage, mais on est obligé de devenir en quelque sorte étanche à cette souffrance, vous voyez ? En tout cas, de l'appréhender d'une autre manière. Bah, il faut devenir étanche, il faut devenir résistant à la souffrance. Résistant, c'est le bon mot, oui, résistant. Et c'est pas parce qu'on est dur qu'on est un enfoiré. Ce qu'il faut quand on est entrepreneur, c'est pas être un enfoiré. On peut pas être souple avec tout le monde. Moi, j'ai viré des gens, ça me faisait pas plaisir. Et en fait, il n'y a pas de bonne raison. Rentrer dans le débat parfois, c'est juste perdre du temps, de l'énergie, se rendre malheureuse, mettre dans le stress pour rien. Moi, je suis désolé. Je vais vous donner un exemple très personnel. Dans la famille, il y a des gens qui m'emmerdent, dans ma famille, de côté de mes parents, et que je trouve pas sympa et qui n'ont pas été cool. Je vais pas aller m'embêter avec ça. J'ai plein d'autres gens que j'aime et que je respecte, avec qui j'ai envie de passer du temps. Je vais pas, pour des questions de tradition, m'embêter dans mon famille avec des gens qui me procurent aucun plaisir. Mais eux, Jean, vous pouvez pas les virer, ces gens-là. Ils feront toujours partie de la famille. Ouais, mais je les évite. Vous les virez en tout cas de votre cercle restreint, on va dire.
Complètement. Et quand il me sollicite, je m'assure que ça prend pas trop de temps. Ok, très bien. Alors, Jean, lorsque j'ai reçu Oussama Ammar, que vous connaissez bien dans ce podcast, on a eu un Mhm. échange assez intéressant sur ce qu'on appelle notre légende personnelle. Il dit qu'il faut absolument préserver sa légende et que l'histoire doit rester belle aux yeux du public. Vous, Jean, vous partagez cette légende avec tous ceux qui vous posent la question, comme quoi vous auriez envoyé un mail à Xavier Niel sans qu'il ne vous connaisse et qu'à la suite de ce mail, il vous aurait donc reçu pendant 2 heures pour ensuite vous proposer le job de vos rêves. Alors l'histoire est belle, pour ne pas dire même féerique, mais moi Ouais. j'aimerais beaucoup connaître la réalité qui se cache derrière cette légende. Ok, ça marche. Ok? Alors, c'est parti. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2013, mon job de rêve, c'était de s'occuper de son fonds d'investissement pour les startups. En... Et au même moment, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme je voulais faire de l'amorçage, de l'investissement seed, j'ai postulé chez plein d'investisseurs qui m'ont dit gentiment que comme j'étais leveur de fonds et que j'étais la dernière roue du carrosse, j'aurais jamais ce job. Et donc, ils me l'ont pas donné. Euh, et puis, Oussama, Alice et Nicolas m'ont tendu la main pour rejoindre The Family, que j'ai rejoint pendant presque 2 ans. Mais très tôt, en fait, en 2014, finalement, c'était quoi? C'était 2014, ouais, donc un an après, septembre 2014, juillet 2014, j'ai aidé Jean-Daniel Guillot, le fondateur de Capitaine Train, à lever de l'argent. Et à ce moment-là, personne ne voulait les financer. Et donc, j'ai envoyé un call d'email à Xavier euh, en lui proposant Capitaine Train. Il a Sans le rencontré connaître, vous ne Jean-Daniel, le connaissiez pas à CEO. la base Xavier Niel. Je l'avais croisé chez The Family à un dîner vite fait. Il était assis en face de moi, il m'avait pas adressé la parole. D'accord. Ah oui. Euh, et en même temps, moi, je suis pas très bavard et j'aime pas parler si c'est pour dire des choses inintéressantes. Et quand on est face à un mec qui a tout vu, franchement, on n'a pas grand-chose d'intéressant à lui dire. donc, euh, moi, je les ai laissés parler et puis j'ai écouté. Et voilà. Donc vous envoyez Mais ce donc, mail. ouais, Qu'est-ce que il vous mettez rencontre dans Jordan ce mail? Guillaume. Bah, d'abord, je pense que c'est vraiment un sujet très important parce que la vraie histoire, c'est celle-ci. C'est que quand on rentre en contact avec quelqu'un, il faut se mettre à sa place pour de vrai. Donc moi, je savais que Xavier avait la réputation de répondre à ses emails, que c'était quelqu'un d'accessible, et en même temps, il a son fonds, il a son école, il a son business. J'imagine qu'il est occupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le premier email, je crois que j'ai pas été très 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 court. J'ai été assez longué, mais sur le deuxième, je lui ai donné une version courte de la boîte et une version longue de la boîte. Mais avant, je lui ai demandé s'il voulait la version longue. Euh, D'accord. et ça, c'était pour lui démontrer que j'avais je faisais attention à son temps, quoi, et que c'était important pour moi. Et puis après, quand il a fait Capitaine Train, j'ai su que la personne en charge de Kima Ventures, Jérémy Bérébi, d'abord était pas content que Xavier ait fait Capitaine Train tout seul. Il aurait voulu le faire avec Kima Ventures. Et donc il lui en a voulu. Bon, la vérité, c'est que l'argent, c'est celui de Xavier, donc à un moment donné, faut pas s'en plaindre. Mhm. Je me suis dit, bah, c'est ma chance. Euh, mais quand c'est votre chance comme ça, il faut pas y aller comme un bourrin. Donc j'y suis allé de manière soft. J'ai renvoyé des deals à Xavier de temps en temps. Je mettais systématiquement en copie la personne en charge de son holding parce que j'imagine que quelle que soit la décision que lui prend, c'est cette personne qui l'exécute et donc il faut qu'elle soit on board, etc. Mm. Et donc ça a duré comme ça pendant quelques mois. C'était septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2015. Et en janvier 2015, je lui ai envoyé un nouveau deal. Euh, Assez simple d'ailleurs, qui marche très bien. Et il m'a dit quand est-ce que tu passes me voir, quand est-ce qu'on se rencontre? Et puis on s'est rencontrés en mars, au moment des vacances, je crois, de février. Et on a parlé pendant 2 heures. Et là, j'ai quand même mis le truc sur la table à la fin des 2 heures. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe pour Kima? Et il m'a dit écoute, Kima, c'est un tableur Excel avec 100 lignes par an. Il y a 2 mecs qui bossent dessus. On a besoin de personne. Là, c'est un peu la déception. J'étais grave, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté.
Et ils m'ont appelé 15 jours après pour me proposer de prendre le job. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où vous êtes dégoûté, parce qu'il vous dit non mais de toute façon on a déjà quelqu'un, et les 2 semaines d'après, Rien. je veux dire... J'ai fait comme avant. J'ai continué d'envoyer des deals, j'ai envoyé de l'information, j'ai joué hyper Ah, soft. donc c'est pas rien. Vous avez quand même continué à envoyer des choses. À être présent, en fait, dans Ouais, bah l'esprit de Xavier Niel. ouais, c'est un investisseur. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai continué d'envoyer des deals et tout, mais je voulais pas m'imposer à lui. Je voulais que pour lui, ça semble être un choix naturel, Oui. cohérent. Je voulais lui démontrer que j'étais la bonne personne. J'ai été patient, j'ai attendu, j'ai pas mis une pression stupide, et puis ça s'est fait tranquillement à la fin de l'été. Et j'ai rejoint le 1er septembre. Donc déjà, respecter le temps de l'autre. Ça, c'est la première chose que moi je note. Hyper important. Surtout quand c'est des personnes comme Xavier Niel qui ont de hautes responsabilités, qui sont très occupées. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent faire cette erreur d'envoyer des emails en se positionnant comme quelqu'un, voilà, j'ai besoin de vous, j'aimerais qu'on fasse ça. C'est pas du tout la bonne Oui, posture à avoir. non, et puis souvent, en fait, on se rend pas compte, mais quand on contacte quelqu'un comme ça, en fait, notre email n'est que le millième de la journée et c'est Oui, le centième du même type sur le mois. Donc, faut faire attention à ce type de choses. Certains détails comptent dans la forme, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le dit. hmm, Il faut avoir deux choses. Il faut avoir la conscience de soi et la conscience de l'autre. La conscience de soi, c'est de savoir qui on est, ce dont on est capable et se connaître. Et la conscience de l'autre, c'est prendre la mesure de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, comment a l'air d'être découpé leur temps, comment est-ce qu'ils ont l'air de gérer leur vie, et s'adapter à ça. Euh, et c'est important. Et moi, Xavier, c'est quelqu'un, par exemple, quand je lui demande, quand je le contacte sur des sujets de budget, je vais pas le contacter une semaine pour 100 balles, la semaine d'après pour 200, la semaine suivante ouais, pour 100, la ouais, semaine... ouais, Non, je vais non. attendre, 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 attendre. Pour contacter, Je vais lui pour un truc condenser en un tout. Ouais, mail ouais. et je vais lui dire, bon voilà, alors pour ce semestre, il va se passer ci, ça, le budget global c'est ça, ça. Il a juste à répondre s'il trouve que c'est cohérent, ok. Et c'est beaucoup plus simple. Par exemple, quand j'ai des voyages aux États-Unis une fois par an, euh, euh, je lui mets tout dans un email avec le budget, tac, tac, tac. Il me dit OK, et c'est bon. Et par exemple, je peux lui dire, bah, tiens, pour ce mois-ci, pour ce semestre, on va avoir besoin, non, on dépense très peu d'argent chez Kima, mais on va avoir besoin de quelques centaines ou milliers d'euros pour tel sujet, et ça va vite. Mais donc, éviter de sursolliciter quelqu'un qui est déjà sursollicité. Moi, mon job, c'est pas de lui créer des emmerdes, c'est Hmm. de lui en enlever. C'est pas d'être une source de complications. Quand le cours d'Iliade était au plus bas, mais je me suis fait tout petit. Genre, mais tout petit. Je peux regarder les interactions qu'on avait pendant un an, c'était hyper faible. Je faisais hyper gaffe. Je pense qu'il avait suffisamment d'emmerdes à gérer, et que c'était Ouais. suffisamment casse-pied de savoir que la boîte qu'on a est pas valorisée par le marché tel qu'on pense qu'elle le mérite, et que voilà, on a des choses à faire, une nouvelle box à sortir et tout. Je me suis fait tout petit. Et ça, c'est la conscience de l'autre. Il faut faire attention aux autres, quoi. C'est essentiel. J'ai entendu ça un jour dans un podcast américain, quelqu'un dire, moi, c'était une assistante d'une grande CEO, je crois, qui disait, voilà, moi, mon job, c'est de lui faciliter la vie. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, nous ici en France, c'est pas forcément la posture qu'on a envie d'avoir. Voilà, c'est comme si c'était un peu dévalorisant. Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui que j'entends dire ça. Moi, mon job, c'est de lui faciliter la vie. Et je trouve Bien vraiment sûr. que c'est hyper intelligent de se positionner comme ça et d'expliquer, en fait, le rapport qu'on a avec l'autre et pourquoi ça fonctionne. Deuxième chose que j'ai notée aussi, super important, c'est de donner avant de recevoir. Ça, c'était Mm. visiblement la bonne stratégie parce que vous lui avez apporté plusieurs deals potentiellement intéressants pour lui avant de lui demander quelque chose pour vous Et sans rien attendre. et sans rien C'est attendre en important, ça. retour. Non, en espérant, ça c'est quelque chose, ça c'est Oui, certain, hein, on essaie de forcer l'histoire, mais il faut savoir que on essaye beaucoup de choses et il y a plein de choses qui ne portent pas leurs fruits, hein. Donc il faut donner avec vraiment cette conscience que c'est donner, quoi. On cherche pas un hmm, compromis, on cherche pas un échange. ouais. Alors, en tout cas, il y a le mythe qui dit que Xavier Niel répond à tous ses emails.
Et aujourd'hui, j'ai envie C'est de dire vrai. dans ce podcast que ce n'est pas une légende parce que j'ai pu le vérifier vraiment par moi-même. En effet, il répond à tous ses mails et en plus, il répond vraiment rapidement. Et il répond en moins de 2 heures, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, en effet. Donc ce n'est pas un mythe, il répond vraiment à tous ses Non. mails. Alors comment vous choisissez les boîtes dans lesquelles vous investissez justement? Est-ce que vous avez une checklist et voilà, si le fondateur coche toutes les cases qui vous intéressent, eh bien là, vous investissez. Ou alors est-ce que c'est simplement une question de feeling? C'est devenu un automatisme. On cherche des gens optimistes et clairvoyants, qui savent faire des choix singuliers, mais qui savent apprendre des meilleurs, qui essayent d'exécuter vite et d'exécuter bien. Et après, sur un marché sur lequel on pense qu'il y a une opportunité. Et en fait, après avoir vu des milliers d'entrepreneurs, c'est des critères qu'on essaye d'appréhender très vite, en une demi-heure de temps à peu près. Une demi-heure? Il y a tellement d'incertitudes. Bah ouais, moi, mon job, c'est de bâtir de la conviction avec une dose d'incertitude Oui. colossale. Donc même si je passais 1 heure de plus, je suis pas sûr que je prendrais de meilleures décisions, hein. Je prends peut-être même des pires décisions, parce que je me donnerais toutes les raisons de ne pas faire un deal. Ouais, Le ticket moyen de vos investissements est de 150 000 euros par boîte, hein, c'est bien ça? tout à fait. Ok. Donc c'est une somme correcte, mais qui reste modeste hein, pour une boîte qui a de grandes ambitions. Est-ce que la vraie valeur Mhm. ajoutée pour les entrepreneurs qui viennent vous solliciter n'est pas autant financière que prestigieuse? J'entends par là que j'imagine que pour une petite boîte qui se lance, pouvoir dire que Xavier Niel a mis de l'argent, bah, ça doit sacrément Totalement. aider quand même pour la crédibilité et pour lever de l'argent ailleurs. Toute la valeur est là. On n'a pas de valeur opérationnelle, on n'a pas Ok, de on a une valeur stratégique limitée. Nous, notre valeur, elle est complètement là. Ouais. ok. Donc c'est vraiment dans le fait, le prestige de se dire, ok, Xavier Niel a cru en mon projet. Ouais, on est un joker dans la main des entrepreneurs. Ils en connaissent pas l'utilité, mais ils savent qu'ils le regretteront jamais. J'ai un copain, Carlos Diaz, qui dit Kima Ventures, c'est un peu comme le péage de Saint-Arnaud, quoi. Donc, si tu as passé le péage, c'est bon. C'est T'es bon, sorti. t'es free. Ouais, exactement. Euh, donc, je pense que ça crée un peu de signal, effectivement, pour lever de l'argent auprès d'autres investisseurs. Après, ça n'empêchera pas 50% des boîtes de planter. Évidemment, bien sûr. Tout à fait. C'est un accès pour autre chose, quelque chose d'encore plus grand en fait. Complètement. Ok. Alors moi j'ai reçu de nombreux entrepreneurs dans ce podcast et à travers tous les entretiens que j'ai pu réaliser, j'ai identifié deux aspects vraiment importants à prendre en considération quand on veut entreprendre un projet, qui sont la vision et la force d'exécution. Donc avoir une vision Mhm. pour imaginer un projet sur le long terme et bien sûr le passage à l'action. Vous, Jean, vous voyez où dans 5 ans et est-ce que vous avez un plan d'exécution? En fait, j'ai envie de gagner. J'adore l'entrepreneuriat adventure. J'ai une obsession pour les gens que je finance. Mais j'ai toujours cette toute petite part de moi, euh, je pense, à la frustrée de ne pas être aux manettes. Et en même temps, des gens vont vous dire, bah, c'est pas grave, montez votre fonds d'investissement pour être aux manettes. C'est pas comme ça que je le vois. Euh, donc, c'est plutôt entrepreneur sur un véritable projet, sachant que je n'aime pas manager, donc ce sera forcément un sujet petites équipes. Euh, Faire du sales, je suis bon là-dedans, mais c'est pas quelque C'est pas chose qui votre m'attire, truc. donc ce sera nécessairement lié à du produit ou à du consumer. Hmm. Je n'aime pas les objets physiques, j'aime les objets digitaux. Donc si c'est quelque chose, ce sera lié à du mobile consumer. Ouais, ça rejoint très bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure concernant WhatsApp, hein, finalement. Ouais, c'est vrai, tu peux peut-être faire ça, tiens. Alors, vous avez l'habitude d'être pitché presque tous les jours par des entrepreneurs qui doivent vous convaincre à tout prix d'investir dans leur boîte. Mais si, à votre tour, vous deviez présenter ce que vous faites en seulement 30 secondes, vous diriez quoi? Si vous aviez là 30 secondes top chrono, qu'est-ce que vous diriez? Pour Pitchy Climat, Oui? j'ai 80% des entrepreneurs francophones qui ont levé auprès des meilleurs investisseurs et qui ont créé les meilleures boîtes ont été financés par Kima à un moment donné. Donc investir dans Kima, c'est être sûr d'investir dans les meilleures boîtes francophones. Du coup, plutôt que de se poser la question d'investir tout seul ou d'investir dans un autre fonds d'investissement, autant investir chez Kima.
Ok, très bien, vous m'avez convaincu. Bravo, bien joué, Jean. Voilà. Très bien. Même pas besoin de parler de la perf. Juste Non. besoin de parler un peu de social proof et c'est bon. Alors, vous avez 36 ans aujourd'hui, vous avez un job que vous adorez, une femme formidable, des enfants magnifiques. Vous avez peut-être un chien aussi, non ? Oui, un petit lévrier Whippet depuis 1 mois. Et ben voilà, on y est. Voilà. Le chien, la femme, formidable, les enfants magnifiques. Très bien. Aujourd'hui, vous avez 36 ans. Avec le recul, avec toutes les expériences, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi ? Je ne sais plus qui disait sur son lit de mort, on ne regrette pas ce qu'on a fait, on regrette ce qu'on n'a pas fait. Moi, tout ce que j'ai pas fait, j'essaye de le faire et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Donc vous êtes satisfait ? Ouais, très. Enfin, je suis pas satisfait, je suis heureux. On n'est jamais satisfait. Merci beaucoup, Jean, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Le café. Quel livre offririez-vous en premier ? Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Quelles compétences vous aimeriez développer ? Discipline. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Je dépenserais, je les investirais pas. Si vous pouviez ajouter un livre pratique dans tous les programmes scolaires de toutes les écoles du monde, lequel choisiriez-vous ? Je n'en connais pas, je ne sais pas quel serait le titre, mais ça commencerait par Apprends à te connaître et respecte les autres. Jean de la Roche-Brochard, est-ce que vous croyez en Dieu ? Je crois dans le mystère. Lequel de vos 3 enfants vous préférez ? Mon chien. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? La prochaine boîte que je financerai et que personne ne voudra financer. Quelle est votre plus grande peur ? Pépins de santé, chez moi ou chez les autres qui me sont proches. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Ma femme. Quel est votre plus grand regret ? J'en ai pas. Quel est le plus mauvais investissement que vous ayez fait jusqu'à présent ? Je peux pas dire le nom, mais je peux vous dire que la première phrase de l'email, c'était on est 4 copains d'école, on aime la même chose, les filles et les kebabs, et on a fait une app, et il y a 90% de filles. Mais les mecs étaient complètement fêlés. Ok. Dans quel domaine vous vous formez actuellement ? Le coaching. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je sais pas, les enfants ils disent toujours « Ah papa il est fort !» Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? L'impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je dis bonne nuit à ma femme. Merci beaucoup Jean d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. C'est pas facile, mais vous en êtes super bien sortis. En tout cas, je trouve que c'est une bonne manière de finir l'entretien sur une note un peu plus fun. Et je dois dire que vos réponses finalement sont très intéressantes. Ça nous permet vraiment de découvrir un Jean un peu différent du sérieux qu'on a pu avoir pendant l'entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Beaucoup, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, et éventuellement vous présenter un projet de création de start-up, où peut-on vous contacter ? Mon email est en clair sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup Jean de la Roche-Brochard. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com.
En vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Je partage tout ce que j'ai appris ces dernières années en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Autrement dit, les meilleures leçons, outils et stratégies que je mets en place pour atteindre tous mes objectifs. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!